Bien. Alors, pour saisir l'importance et la succession des événements aujourd'hui en Palestine, il faut d'abord prendre la mesure de l'importance de cette région, de l'importance géostratégique de cette région, de tout temps, pour la domination du monde et depuis que l'impérialisme existe pour les impérialismes hégémoniques des différentes périodes. Cette région, elle est à l'intersection de trois continents, l'Asie, l'Afrique et l'Europe, et cela lui a conféré de tout temps une dimension essentielle pour les équilibres de puissance dans le monde. Tout le monde a entendu parler des croisades et on leur a dit que les raisons étaient d'abord des raisons religieuses. En réalité, il suffit de regarder les flux commerciaux de l'époque pour s'apercevoir que c'était déjà des dimensions de domination du monde. Si vous ajoutez à cela la découverte du pétrole qui va devenir l'énergie stratégique pour l'ensemble des puissances impérialistes, si vous ajoutez également à cela que, pour remonter à notre période aujourd'hui, qu'elle est un élément central du projet des grandes routes de la soie de la Chine aujourd'hui, on s'aperçoit que la maîtrise de cette région a toujours été et encore aujourd'hui une dimension essentielle. C'est ce qui va déterminer le fait que cette région est un nœud stratégique et sans doute le nœud stratégique central de la planète. Il existe d'autres nœuds stratégiques comme dans la mer de Chine, etc. Mais c'est là que se lisent les contradictions, les contradictions du monde. Alors, et cela va expliquer l'ensemble des événements qui se sont succédés depuis une trentaine d'années et plus récemment les derniers événements. En ce qui concerne la longue durée, il faut prendre acte que la création de l'État d'Israël a toujours été dans la stratégie impérialiste depuis la Grande-Bretagne l'idée que d'avoir un État vassal local gérant des intérêts des grandes puissances et de la puissance hégémonique. Ça a été le cas pour la Grande-Bretagne jusqu'en 1945, ça va être le cas après 1945 pour les États-Unis. Au moment où bascule le monde avec la disparition de l'URSS, où disparaissent dans le même temps l'ensemble des équilibres issus de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis y voient l'occasion d'assurer leur hégémonie sur la très longue durée. Et pour ce faire, ils élaborent des plans que j'ai appelés de chirurgie sociale et politique, c'est-à-dire de redessiner la carte de la région en coupant des États, en promouvant des États homogènes ethniquement, des États homogènes religieusement. Et donc, on va avoir en tout 11 plans qui vont être élaborés, qui ont été publiés, qui sont des plans soulignant que l'Irak est une entité qu'il faut diviser en plusieurs États, que la Syrie est une entité qu'il faut diviser en plusieurs États. Et bref, on va avoir là l'explication de toute une série de guerres. Depuis 30 ans aujourd'hui, on a une stratégie états-unienne qui consiste à redécouper toute la carte de la région afin de balkaniser un certain nombre d'États, et la Syrie est le dernier en date, de balkaniser les États de la région, d'assurer une puissance régionale qui est Israël pour maîtriser cette multitude de petits États parcellisés, et troisième élément, de s'assurer d'un isolement de la résistance palestinienne pour pouvoir la liquider, dans le rêve de la liquider totalement. Le 7 octobre va être le reflet des évolutions dans le monde. Le 7 octobre était inimaginable dans le monde des années 80 ou dans le monde des années 70. Pour que la résistance palestinienne puisse mener une action militaire de ce type-là, de manière aussi offensive, avec des résultats aussi importants, même les généraux israéliens aujourd'hui parlent d'actions militaires remarquables qui sera enseignée, de tête, un général israélien à la tête de l'armée disait qu'elle sera enseignée dans les académies militaires pendant de très nombreuses années. Cette offensive de la résistance palestinienne n'est possible que parce que de nouveaux alliés ont été possibles. Autrement dit, la réaction à l'offensive états-unienne depuis 30 ans, ça va être l'émergence d'un camp anti-hégémoniste très divers, très hétérogène. Ce camp anti-hégémoniste va de la Chine, qui est confronté à l'hégémonisme états-unien, qui bloque son développement économique, qui bloque l'accès aux matières premières dont elle a besoin pour maintenir son développement économique, à des pays comme les pays d'Amérique latine, qui sont depuis très longtemps confrontés aux sanctions et aux ingérences états-uniennes, en passant par des pays africains qui remettent en cause le lien néocolonial avec la France dans le Sahel, Mali, Burkina Faso, Niger, Sénégal, etc. Bref, on a toute une série de dynamiques
très, très différentes les unes des autres, mais qui ont un point commun, qui est l'anti-hégémonisme, qui est la remise en cause des règles du fonctionnement du marché économique mondial et de la place que prennent les États-Unis à l'intérieur. Pour la première fois, l'hégémonisme états-unien depuis très longtemps est remis en cause non pas par un camp idéologique uni, mais par une multitude de courants qui sont de courants qui, en réalité, ont comme point commun d'être lésés par cet impérialisme rentier que sont les États-Unis et les règles économiques qu'il met en place, les pressions militaires qu'il exerce, les sanctions qu'il décrète. Et c'est cette peur de ce nouveau monde qui va expliquer la radicalisation actuelle de l'impérialisme états-unien. Il s'agit de réagir, de reprendre la place qui a été perdue. Et donc, l'impérialisme états-unien et ses alliés sont aujourd'hui affaiblis, mais une bête blessée est bien entendu encore plus dangereuse qu'une bête qui n'a aucune blessure. Ça explique la radicalité du génocide. En réaction à l'offensive militaire palestinienne, il fallait montrer que la force pouvait éteindre la résistance, mais là aussi, on a été confronté à un échec. Tous les buts de guerre de Netanyahou n'ont pas été atteints. Le but de guerre d'éliminer le Hamas eh bien, est un échec, puisque même le secrétaire Blinken des États-Unis reconnaît que le Hamas a recruté autant de nouveaux combattants que ce qu'il a perdu. Le but de séparer la population palestinienne de ces organisations de résistance est un échec. Plus que jamais, les organisations de résistance sont légitimes aux yeux du peuple palestinien et le Hamas, comme les autres, qui a été diabolisé plus que les autres, reste légitime. Le but de guerre au Liban, qui était de faire disparaître le Hezbollah, là aussi est un échec. Les troupes israéliennes n'ont pas réussi à aller jusqu'à là où elles voulaient aller. La résistance a été très forte. Et puis, dernier, cerise sur le gâteau, le retour des réfugiés palestiniens sur des ruines pour s'installer indique que l'objectif de diffuser la terreur et la misère à un tel point que les Palestiniens fuient, eh bien, sont incapables de surmonter la conscience nationale du peuple palestinien et son désir de rester sur sa terre. Bref, on a un échec du génocide. Si je cite tout cela, c'est parce que ça va expliquer les derniers événements. Les derniers événements vont être, d'une part, une accélération de la balkanisation de la Syrie. Et donc, on va avoir, au même moment où le génocide s'inscrivait dans la durée parce qu'Israël n'arrivait pas à ses buts de guerre, eh bien, on va avoir une accélération du soutien aux groupes djihadistes en Syrie qui vont aboutir effectivement à la défaite d'Assad et au départ d'Assad et à la partialisation de la Syrie. Israël est aujourd'hui présente militairement en Syrie. La Syrie est découpée en trois, etc. La Syrie qui était un point essentiel pour le soutien militaire, le soutien financier à la résistance palestinienne. Donc, il y a un point de force de la résistance palestinienne qui a été atteint. Seconde dimension, il faut sauver la face du soldat Israël. Sauver la face du soldat Israël qui était dans un échec militaire et les propositions de Trump, les dernières propositions de Trump que beaucoup ont commenté comme étant l'arrivée du cessez-le-feu ou de la paix, sont en réalité une tentative de faire passer la situation d'une situation de défaite militaire d'Israël et de ses soutiens impérialistes à une situation de victoire politique. En proposant une déportation momentanée humanitaire, en réalité, Trump essaye de maintenir les mêmes objectifs qu'Israël en le présentant autrement. Bref, nous sommes bien et de contre-offensive dans lequel rien n'est joué jusqu'à force montrer sa légitimité populaire, mais on a aussi en face un impérialisme qui sait que ce qui se joue en Palestine, ce n'est pas seulement le sort du peuple palestinien, mais c'est sa place hégémonique dans le monde. Il faudra donc suivre dans les semaines et les mois qui viennent de manière attentive l'évolution de la situation. D'autant plus que la Palestine est bien entendu, ne peut être compris bien entendu qu'en la reliant à d'autres débats qui surviennent dans le reste du monde. Qu'est-ce qui relie aujourd'hui la situation en Palestine
des propositions de Trump d'envahir le Groenland, des propositions de Trump de s'accaparer le canal de Panama, bref, toutes ces menaces qu'a brandi Trump dès ses premiers décrets. En réalité, s'il y a un point commun à toutes ces questions-là, c'est la logique de contrecarrer la Chine. C'est une stratégie qui est aujourd'hui explicite au sein de l'établissement états-unien. Il s'agit de la théorie du pivot asiatique. Ça a été théorisé et ça a été mis en formulation stratégique. Il s'agit donc de contrecarrer la Chine par tous les moyens. En l'isolant, c'est-à-dire en poussant un certain nombre d'États à prendre des distances vis-à-vis d'elle, en la coupant de l'accès aux ressources de matières premières. Et troisièmement, en organisant des déstabilisations. C'est le cas des Ouïghours, c'est le cas de Taïwan, etc. Des prétextes pour délégitimer la politique chinoise. C'est cela qui est de commun. Si nous prenons le Groenland est aujourd'hui une région qui possède d'énormes richesses de terres rares, c'est-à-dire de ces minerais stratégiques que la Chine produit pour elle-même, mais que les États-Unis manquent. Et donc, le Groenland, c'est une manière d'accéder aux terres rares pour les États-Unis et donc d'entrer dans une concurrence plus forte avec la Chine. Le Panama, c'est un des couloirs stratégiques pour le commerce chinois. Et donc, s'accaparer le Panama, on est de nouveau dans cette dimension-là. Au Congo, l'ampleur des minerais stratégiques que sont le coltan, le titane, etc., fait également que pour les États-Unis, il s'agit de bloquer l'accès de la Chine à ces ressources, puisque la Chine proposant des contrats plus avantageux que ceux des grandes puissances impérialistes, eh bien la plupart des États africains, même dirigés par des bourgeoisies, même dirigés par des réactionnaires, eh bien se tournent vers la Chine aujourd'hui. Bref, les déstabilisations du monde aujourd'hui sont à relier à ce qui se passe en Palestine. Il s'agit dans l'ensemble de ces dimensions-là de bloquer l'émergence d'un monde multipolaire et en particulier la place qu'a la Chine dans ce monde multipolaire.